D'habitude, quand la médecine pose un diagnostic, la mécanique, elle est d'une clarté vraiment redoutable. C'est presque de l'ingénierie, quoi. Oui, c'est vrai, on a un problème, on le cible directement. C'est ça. Une chute violente, ensuite, une douleur fulgurante au bras, on passe une radio et le médecin il pointe juste du doigt une ligne blanche bien nette sur l'écran. Cassé ou pas cassé? Exactement. Le protocole, il est linéaire, le problème est circonscrit et on sait exactement ce qu'il faut réparer. Et le cerveau humain, il adore cette clarté diagnostique. Face à une blessure physique ou même, je sais pas, un problème mécanique sur une voiture, on est rassuré par cette faille qu'on peut voir. Le mal est isolé. Sauf que, voilà, si on quitte le cabinet médical pour retourner dans notre réalité quotidienne, surtout aujourd'hui en 2026, au milieu de toute notre infrastructure hyper connectée, si on essaye de diagnostiquer notre relation avec les écrans, la machine à rayons X, ça ne sert plus à rien. Ah oui, le paysage diagnostique devient incroyablement flou. C'est clair. La fracture, elle n'est pas dans le poignet. Elle semble se situer quelque part dans notre capacité d'attention. On se retrouve à faire défiler des images à 2 heures du matin, le visage éclairé par cette lumière bleue artificielle, avec un sentiment de vide. Un vide persistant. Ouais. On se sent cliniquement épuisé, mais c'est juste impossible de pointer du doigt l'origine exacte du truc. La métaphore de la fracture invisible, elle illustre parfaitement notre défi actuel. Ce malaise un peu diffus, cette sensation d'être juste le passager de son propre emploi du temps, c'est devenu le bruit de fond de la modernité. Ouais, c'est carrément ça. La douleur psychologique, elle est là, elle est manifeste. Mais la cause est super insaisissable. Parce qu'elle s'est immiscée petit à petit dans les moindres rituels de notre journée. Et c'est pour cette raison précise que notre exploration d'aujourd'hui est fondamentale. Bon, décortiquons un peu ça. On se plonge dans les recherches de Cal Newport, qui est professeur d'informatique à l'université de Georgetown. Tout à fait. Et plus particulièrement dans son ouvrage « Réussir sa vie grâce au minimalisme digital ». La mission de cette immersion, c'est pas du tout de faire une critique réactionnaire de la modernité. C'est plutôt de comprendre la mécanique complexe de cet épuisement qu'on ressent tous. Et surtout, de découvrir comment reprendre le pouvoir sur notre attention sans pour autant devenir des ermites anti-technologie. Et ce qui est fascinant ici, c'est que ça demande un exercice d'équilibrisme intellectuel assez subtil. Le problème, c'est pas la technologie en elle-même. Non, bien sûr. C'est plutôt notre relation qui manque d'intention avec elle. Il ne s'agit pas de rejeter le progrès, mais de questionner l'architecture invisible derrière tout ça. Mais d'ailleurs, il y a une contradiction qui saute aux yeux tout de suite. L'auteur, il est prof d'informatique. C'est vrai que c'est ironique. S'il y a bien un profil qui devrait célébrer la toute-puissance de l'innovation, c'est lui. Et pourtant, quand on lit des textes comme l'article d'Andrew Sullivan, ce fameux article de 2016 intitulé « J'ai été un être humain », le tableau est sombre, hein. Très sombre. Sullivan y décrit cette mutation où on devient tous des espèces de drogués à l'information, on est bombardés sans arrêt. Donc si ces outils, c'est un tel triomphe d'ingénierie, pourquoi le mot qui revient tout le temps chez les utilisateurs, c'est ni joie, ni émerveillement, mais vraiment épuisement? Mais la clé de cette contradiction, elle est dans une énorme méprise sur la nature de notre fatigue. Pendant super longtemps, le discours dominant, il culpabilisait les gens. Ah oui, genre c'est de ta faute, tu manques de volonté. Exactement, l'épuisement s'était vu comme un manque de discipline personnelle. Sauf que les sources qu'on a, en particulier les témoignages des dissidents de la Silicon Valley, démontent totalement ce mythe. On parle de gens comme Tristan Harris, non? Oui, Tristan Harris, cet ancien ingénieur spécialisé dans l'éthique du design chez Google, ou même Sean Parker, un des premiers architectes de Facebook, ils admettent aujourd'hui que l'ingénierie de ces plateformes a pour but explicite d'exploiter nos vulnérabilités psychologiques. Nos failles les plus archaïques, quoi. Parker, il utilise une expression qui fait froid dans le dos, d'ailleurs, la boucle de retour de validation sociale. C'est exactement ça. On n'est plus du tout face à un outil censé nous aider, on est en plein dans l'ingénierie du comportement. Et l'exemple du marquage automatique sur les photos, je trouve ça fascinant pour comprendre cette manipulation. Ah oui, le fameux tag. Voilà. L'algorithme reconnaît les visages et suggère d'identifier les personnes. En apparence, on se dit chouette, c'est une fonctionnalité de classement, c'est pratique, ça fait gagner du temps. Mais la réalité derrière, c'est tout autre chose. L'objectif de cette fonction, ça n'a jamais été l'organisation de nos données. Vraiment pas. Le but, c'est de générer un événement déclencheur. Quand quelqu'un est identifié, une notification est envoyée. Et là, la neurologie entre en piste. Pour notre cerveau qui a des restes de l'ère paléolithique, l'information sociale, c'est pas neutre du tout. C'est une question de vie ou de mort à la base. Exactement.
L'approbation ou le rejet du groupe, ça déterminait notre survie face aux prédateurs. Donc une notification avec notre image, le cerveau reptilien la traite comme une information critique. Donc l'ignorer, c'est perçu inconsciemment comme un danger d'exclusion de la tribu. C'est fou. C'est brillant et terrifiant. Des armées d'ingénieurs et des milliards de dollars sont mobilisés juste pour s'assurer qu'il soit biologiquement impossible d'ignorer ce signal. C'est comme si on invitait une machine à sous hyper perfectionnée à un repas de famille. Évidemment qu'on va être distrait. Du coup, la question que je me pose, c'est comment notre simple force de volonté, avec notre fatigue de la journée, pourrait résister à des milliards de dollars de recherche en neurosciences. La réponse brute, c'est qu'on peut pas, hein. C'est mort d'avance. Oui, l'usage compulsif, c'est le résultat d'un business plan très rentable. Tristan Harris appelle ça la course vers les tréfonds du cerveau. Ces plateformes, elles ne nous vendent pas un produit, elles vendent notre attention aux annonceurs. Chaque seconde est monétisée. C'est ça. Le design persuasif, c'est pas une dérive, c'est le cœur du modèle. Donc, sachant qu'on a affaire à cette énorme machine d'extraction et que notre volonté seule suffit pas, on comprend vite pourquoi les petites astuces habituelles, ça marche pas du tout. Ah, les fameuses petites astuces. Ouais, je pense à cette anecdote dans les sources avec l'éditorialiste du New York Post. Le gars, il publie un article triomphal en disant qu'il a vaincu son addiction au smartphone juste en désactivant 112 notifications. 112! C'est presque comique. Franchement, c'est comme essayer de réparer une grosse canalisation qui a explosé en mettant un petit pansement sur la flaque d'eau, hein. La pression va forcément trouver une autre faille. Complètement. Cette anecdote, elle montre l'illusion du contrôle par le paramétrage. Enlever des alertes, ça change rien à la dépendance psychologique au flux d'infos. Face à une industrie pareille, les demi-mesures, c'est voué à l'échec. Il faut une philosophie radicale. Exactement. Et c'est là qu'intervient le minimalisme digital dont on parle aujourd'hui. Et attention, ça se résume pas à l'image du mec qui jette son téléphone dans un lac pour vivre dans une grotte. L'idée, c'est plutôt de concentrer son temps en ligne sur un tout petit nombre d'activités bien choisies qui servent nos valeurs profondes et d'ignorer tout le reste. C'est une démarche très intentionnelle. L'analyse met en avant 3 principes fondamentaux. Le premier, c'est que l'encombrement coûte cher. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On se dit souvent, oh, cette petite application, elle est gratuite, elle a un petit avantage, pourquoi s'en priver? Et c'est l'erreur classique. Le coût global de 50 applications moyennes, avec les interruptions, la charge mentale, ça détruit totalement la valeur des quelques petits bénéfices. La clarté mentale vaut beaucoup plus cher. C'est le deuxième principe. L'optimisation est importante. C'est la loi des rendements décroissants. Il suffit pas de choisir une techno, il faut définir exactement comment l'utiliser. Sinon, on se fait engloutir par le fil d'actualité infini. Voilà. Et le troisième principe, c'est que l'intentionnalité est satisfaisante. Le simple fait de choisir procure plus de joie que ce qu'on perd en se déconnectant. Les sources citent l'exemple des fermiers amish ou ménonites. Oui, souvent on a cette image d'eux comme des gens bloqués dans le passé, qui détestent la technologie. En réalité, c'est d'un pragmatisme redoutable. Ils évaluent chaque outil. Est-ce que ça renforce la communauté ou est-ce que ça la divise? Si ça divise, ils n'en veulent pas, même si c'est super pratique. Je sais pas, une info cruciale ou une rencontre? Le fameux syndrome de la peur de rater quelque chose. Oui, le FOMO, c'est une vraie angoisse. Si l'on relie ça à la vue d'ensemble, c'est vrai qu'on va rater des petites infos croustillantes. Mais les minimalistes, ils n'ont pas peur de rater ces petites choses. Ils sont terrifiés à l'idée de rater les grandes choses de la vie. Rater sa propre vie parce qu'on a le nez sur un écran? C'est ça. Leurs relations profondes, leur concentration, leur paix intérieure. C'est un arbitrage de priorité. Ok, sur le papier, c'est super séduisant. Mais en pratique, comment on passe de maximaliste épuisé à minimaliste intentionnel? La théorie, c'est bien, mais neurologiquement, on est accro. C'est pour ça que la méthode propose un sevrage technologique strict de 30 jours, la fameuse remise à zéro. 30 jours? Mais pourquoi on pourrait pas y aller progressivement? Pourquoi cette thérapie de choc? Parce que l'économie de l'attention et ce qu'on appelle la friction de la commodité auront toujours le dessus sur les changements graduels. La friction de la commodité, c'est à dire? C'est tellement facile d'accès que la moindre contrariété, le moindre ennui, et paf, tu reprends ton téléphone. Il faut 30 jours d'abstinence totale pour briser les cycles d'addiction. Donc on supprime quoi exactement? Pas le micro-ondes, je suppose? Non, on définit les technologies facultatives, celles dont l'absence menace pas ton emploi ou ta survie. Instagram, ça dégage. Le logiciel du boulot, tu le gardes. L'expérience de Daria citée dans les recherches illustre bien le choc. Cette consultante, elle a supprimé ses réseaux sociaux et son cerveau était tellement en manque qu'elle a commencé à ouvrir compulsivement l'application Météo.
Oui, la météo de 4 villes différentes. 4 villes la première semaine. C'est le symptôme dingue d'un système nerveux en manque de microstimulation. Mais cette désintoxication, elle apporte une clarté mentale nécessaire. Après les 30 jours, on utilise un filtre de réintroduction très strict, le sélecteur. On réinstalle pas tout par défaut. Non, on se pose des questions. Est-ce que cet outil sert une valeur fondamentale? Est-ce que c'est le meilleur moyen d'y parvenir? Et surtout, quelle est la procédure opérationnelle standard? Genre une règle stricte d'utilisation pour pas retomber dans le piège. Exactement. On redevient l'architecte de son attention. Sauf que ce grand ménage révèle un danger un peu caché. Si on enlève les écrans, il reste quoi? Un vide immense et parfois super angoissant. Ah, la peur du vide. C'est vrai que si on s'y prépare pas, on replonge direct. On a besoin de bruit pour masquer ce vide existentiel entre le travail et le sommeil. Et c'est là qu'on convoque Aristote. Sa vision d'une vie bien vécue nécessite des loisirs de haute qualité. Des loisirs de haute qualité. C'est marrant parce qu'on se dit que se reposer, c'est ne rien faire. L'idée de ne rien faire est complètement surcotée. C'est la nécessité absolue de planifier ses loisirs avant ou pendant le grand ménage. Fabriquer quelque chose, réparer un objet, le travail manuel avec du bois par exemple. Les sources parlent de réparer un ventilateur de salle de bain. Franchement, c'est une super analogie. Prévoir ses loisirs, c'est comme planifier ses repas en fait. Comment ça? Si on planifie rien et qu'on rentre fatigué le soir, on finit par grignoter de la malbouffe numérique par pure facilité. Alors qu'un loisir de haute qualité, c'est comme cuisiner un bon petit plat. Ça demande un effort au début, on sort les casseroles, on coupe les légumes, mais ça nourrit vraiment. C'est une excellente comparaison. Le monde matériel oppose une résistance saine, que le numérique avec son côté hyper lisse ne peut pas offrir. Et le plus ironique dans l'histoire du ventilateur, c'est qu'on a le droit d'utiliser la technologie. Genre aller sur YouTube pour chercher un tutoriel de réparation. Oui, parce que là, la technologie redevient un outil de soutien. C'est plus la distraction principale. Elle est soumise à ton intention. L'effort physique ou l'artisanat, ça apaise notre besoin d'accomplissement profond. D'accord. Donc, une fois ce vide comblé et les 30 jours passés, comment on survit concrètement au quotidien dans la modernité sans renier notre monde? Il y a une action clé, très pragmatique. Supprimer les applications de médias sociaux de son téléphone mobile. Juste sur le téléphone? Oui. Y accéder uniquement via un ordinateur s'ajoute une petite friction salvatrice. T'es obligé de t'asseoir, d'allumer l'écran. C'est plus un réflexe inconscient dans la file d'attente à la boulangerie. Ça rejoint un peu l'anecdote historique abordée dans les sources avec le télégraphe de Samuel Morse en 1844. Oui, avec Taureau. Voilà, on installe cette ligne incroyable entre le Maine et le Texas, et Taureau, il demande tout simplement est-ce que ces deux États ont vraiment quelque chose à se dire? C'est tellement d'actualité. On a la connexion, mais pour dire quoi? C'est exactement le même débat aujourd'hui avec des plateformes comme Facebook. Les sources mentionnent d'ailleurs un blog interne de l'entreprise en 2017 appelé Hard Questions, où ils se posent eux-mêmes ces questions existentielles. Cela soulève une question importante sur notre époque. Est-ce qu'on utilise la technologie pour fuir notre humanité ou pour l'enrichir? Le minimaliste, il est super pragmatique, il cherche un énorme retour sur investissement pour son attention. Ce n'est pas un mouvement luddite qui déteste les machines, c'est juste du bon sens. La technologie, elle est merveilleuse si c'est nous qui la contrôlons. C'est exactement le message final du professeur Newport. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? J'ai l'impression que cette philosophie, elle porte pas vraiment sur la technologie en soi, elle porte surtout sur la qualité de la vie. Absolument. Si on résume un peu tout ce qu'on a vu pour vraiment reprendre le contrôle. D'abord, on identifie la machine à sous dans notre poche, on fait cette fameuse thérapie de choc des 30 jours, On passe par le sevrage, oui. on affronte le vide en planifiant comme on planifie ses repas, ces fameux loisirs de haute qualité, et ensuite on garde cette hygiène en virant les applis des téléphones. Moins de technologie pour finalement plus de vie. C'est l'objectif? Voilà une très belle synthèse. Et ça donne vraiment envie d'essayer de réparer des vieux trucs chez soi. Et pour clore cette réflexion, je nous laisse sur une pensée un peu différente, mais qui découle directement de tout ça. Imagine un peu si nous commençons à aménager notre paysage mental et notre propre attention avec exactement la même exigence architecturale que nous mettons à décorer l'intérieur de nos maisons. C'est une belle image ça. N'est-ce pas? Si on filtrait l'information avec le même soin qu'on choisit un meuble ou la couleur des murs, quels nouveaux espaces inexplorés de notre propre esprit pourrions-nous enfin découvrir?